David, c'est à toi. Donc, tu vas nous présenter maintenant des choses un peu plus complexes, un peu plus techniques, mais qui sont vraiment consécutives, comme j'expliquais tout à l'heure, à la modification de nos usines, la matière sèche, la substitution. Et vous allez voir dans les présentations de David qu'on avance là-dessus, qu'on reste vraiment à l'affût et qu'on prend les dossiers à cœur pour ne pas se retrouver coincé à un moment donné en termes d'impact, en termes de présentation. Okay. Merci François-Xavier pour cette présentation. Donc, moi, je vais faire un focus tous les travaux qui ont été réalisés concernant, au sein de la filière, sur l'axe, l'objectif stratégique numéro 5, concernant la connaissance sur l'atténuation des émissions atmosphériques. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 3 dossiers: actualisation de taux d'absorption, SO2 NOx, CO2 biotique, HAP sur produits finis. Je vous promets, on va détailler un peu qu'est-ce que c'est cela. Alors, juste avant de commencer pour le premier dossier, donc actualisation de taux d'absorption et dioxyde de soufre et oxyde d'azote. Donc, quelques définitions. Donc, ce sont des molécules, chimiquement parlant, simples, donc composées pour le dioxyde de soufre et oxygène, et puis pour les oxydes d'azote, donc on a les monoxydes d'azote et puis les dioxydes d'azote, donc qui est composé par l'azote et l'oxygène, mais qui aujourd'hui, au niveau, que ce soit au niveau national et aussi au niveau européen, sont très réglementés, c'est-à-dire qu'au sein des installations, vous êtes, vous êtes soit soumis à déclaration, donc à la quantification des émissions de ces molécules, et puis aussi à respecter certaines valeurs des limites d'émission de vos cheminées, donc lors du process. Et un mot aussi sur la définition de taux d'absorption. Donc là, ce que je voulais montrer avec cette image, c'est que l'absorption, quand on parle d'absorption dans le végétal, c'est la pénétration de certaines molécules sur le végétal. Donc très rapidement. Alors, donc, ayant ces définitions, qu'est-ce qu'on dit par rapport à l'actualisation du taux d'absorption SO2 NOx? Donc, une petite histoire. Dans les années 2000, donc, le syndicat national des déshydrateurs de France, aujourd'hui Luzerne de France, avait réalisé des études, des mesures démontrant que lors du process de séchage, le produit, la luzerne, avait un certain pouvoir d'absorption. C'est-à-dire que toutes les émissions d'SO2 et NOx ne partaient pas en sortie de cheminée. Voilà. Donc, le dernier taux d'absorption appliqué par la filière a été daté de l'année 2000. Donc, 20 ans après, la filière a vu la nécessité de mettre à jour cette pour les raisons suivantes, donc notamment la modification des procédés, donc la mise en place, la diffusion du préfanage à plat, et aussi l'évolution de la consommation de l'énergie, donc issus des combustibles biomasse. Et donc, on a commandé au CITEPA en 2020 d'actualiser le taux d'absorption de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote durant la déshydratation de fourrage pour la luzerne, et aussi élargi à la pulpe de betterave. Alors, donc, le CITEPA, c'est l'organisme compétent aujourd'hui en termes d'inventaire d'émissions qui applique des méthodes valables au niveau national, européen, et aussi qui sont valables à l'international, donc reconnus. Quels sont les résultats de ces travaux? Donc, des livrables, donc un rapport méthodologique qui va présenter toute la partie méthodo pour réaliser cette actualisation des taux, et puis 2 notes synthèse avec les résultats des taux. Eh bien, si on fait un focus sur quels sont les résultats,
on constate, nous montre que les dioxydes de soufre, donc une amélioration du taux d'absorption du soufre lors du processus de séchage, et puis une baisse du taux d'absorption du NOx, donc que ce soit pour la luzerne ou la pulpe. Alors, mais quel est l'intérêt de réaliser tout ce travail? Et pourquoi on le fait? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au début de ma présentation, nous sommes assez outils à faire des déclarations, que ce soit la quantification des émissions ou bien au niveau, nous sommes taxés pour, sur les émissions de certains polluants, donc, dont les NOx et les SOx. Donc, le CET a décidé l'utilisation de ce nouveau taux pour la déclaration 2022. OK. Donc, j'avance sur le dossier suivant. COV biotiques. Donc, qu'est-ce que sont les COV biotiques? Ce sont des composés organiques gazeux qui se trouvent, je vous illustre ici, les sources principales. Donc, nous avons des sources humaines, donc la combustion, aussi procédés chimiques, et nous avons aussi une part qui vient des océans. Mais ce que j'aimerais bien attirer votre attention sur le fait qu'il y a aussi des émissions de COV, et en grande partie des COV biotiques, qui viennent principalement des forêts, prairies, et aussi des cultures. Voilà. Alors, pourquoi parlait-on de COV biotiques au sein de la filière? Donc, comme je vous ai dit, les COV biotiques peuvent venir aussi des sources, naturelles. Donc, on constate que dans le process de déshydratation, il y a des rejets de COV non méthaniques en sortie des cheminées, provenant à la fois donc, du combustible, mais également du produit séché. Et bien, donc en termes de réglementation pour les installations qui tournent à moins de 300 tonnes par jour, sont soumises à une réglementation qui permet aujourd'hui, qui ont des VLE applicables, donc des valeurs limites d'émission, mais qui a il y a une possibilité qui précise la teneur en CV mesurée pourra être dépassée si l'exploitant justifie par une étude sectorielle ou tout autre moyen que le dépassement n'est pas lié au combustible mais au séchage du produit. C'est-à-dire que si on arrive à identifier quelle est la part des CV qui vient du produit, de la part totale des CV qui est émis, donc cela pourra être pris en compte lors des contrôles des inspections. Voilà, donc une étude a été commandée au CITEPA en 2020 qui avait pour objectif de quantifier les rejets des COV issus du séchage de la luzerne et de la pulpe végétale pour 4 configurations, donc 100% charbon, 100% biomasse, un mélange charbon-biomasse et aussi 100% gaz, afin de déterminer un ratio empirique de la teneur des COV issus du séchage du produit sur la teneur totale des COV mesurée en cheminée. Eh bien, quelle est la méthodologie? Aujourd'hui, on peut estimer les émissions totales des COV et on peut estimer aussi les émissions liées à la combustion. Et donc, par simple différence, on peut trouver les émissions issues des séchages du produit. Donc, ça, c'est la méthode générale appliquée par le CITEPA, avec les données sources références, avec des données de la profession, donc au sein de toute la filière, et des facteurs d'émission et aussi des bases de données au minéa. Donc, ce sont des rapports CITEPA. Et je viens sur le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que les émissions des COV issues des séchages de produits représentent environ, donc, quand on consomme charbon, biomasse, environ pour la luzerne, 86% provient du produit, pour la pulpe, 77%, et pour le charbon, que ce soit luzerne ou pulpe, 79%.
Et quand on consomme 100% biomasse, donc pour la luzerne, on trouve 96%. Pour la pulpe, il n'y a pas eu d'estimation en raison de l'absence des données pour la période analysée, donc 2015-2019. Cependant, une estimation d'un ratio moyen tout produit, luzerne et pulpe, a été estimée à 95%. Et le dernier sujet, donc HAP sur produit fini. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est HAP? C'est encore des composés organiques, donc il s'agit d'hydrocarbures aromatiques polycycliques qu'on va parler. Donc, avant de commencer sur ce sujet qui a été débuté en 2021 au sein de la filière, quelques contextes. Aujourd'hui, comme vous le savez, on le mentionne assez souvent, donc l'optimisation du préfanage de la lucerne dans les champs, voilà, via la réduction de l'humidité et donc la consommation d'énergie, donc amélioration de l'efficacité, aussi des séchages à basse température, car voilà, le produit sec le permettent. On a aussi une transition énergétique en cours, donc qu'avant on fonctionnait notamment avec des générateurs air chaud à charbon. Et voilà, on utilisait beaucoup de combustible et charbon. Et puis aujourd'hui, on trouve une consommation qui devient de plus en plus importante de biomasse, soit biomasse uniquement ou soit un mélange charbon-biomasse. Donc en retenant ça, plus la caractéristique et les particularités du combustible de la biomasse, donc qui est plus variable que l'énergie du charbon, donc qu'on trouve ces différents types de variations d'humidité, origine, et pourcentage d'écorce, granulométrie et autres. Et aussi, si on tient en compte, selon les références scientifiques, que voilà, la combustion de bois est par nature émettrice d'HAP, eh bien, on constate dans le rapport de contrôle 2021 que lorsqu'on fonctionne à 100% biomasse ou en fonctionnant à basse température, il y aurait des dépassements lors du contrôle de qualité du produit. On observe des dépassements plus fréquents du seuil exigé par l'organisme certificateur, jusqu'à 500 microgrammes par kilogramme. Alors, il faut savoir qu'il s'agit uniquement pour certains marchés et pas pour tous les marchés. Et il faut aussi, j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de valeur des seuils exigés en termes d'HAP pour l'alimentation animale. Et donc qu'il s'agit d'une référentielle. Donc aujourd'hui, les seuils, c'est 150 microgrammes par kilogramme et uniquement lié à un certificateur et à un marché. Eh bien, aujourd'hui, quelles sont les actions qui ont été mises en place par Desialis? Donc, isolement de tous les lots non conformes confirmés, redirection, comme je vous l'ai dit, tout le monde n'exige pas, n'a pas cette exigence, donc vers les contrats sans exigence. Eh bien, les difficultés rencontrées au sein de Desialis et puis au sein de la filière, c'est que voilà, la mesure d'HAP, c'est une nécessité de mesures très techniques, utilisant des matériels non accessibles, les délais aussi très longs, et lorsqu'on on est en production continue, et puis des incertitudes, plus ou moins de 20%, donc qui nécessitent plus de mesures, de confirmation, et donc des budgets qui deviennent plus importants. Et un risque identifié par Desialis, donc aujourd'hui qui représente 80%, environ 80% du marché de la lucerne au sein de la filière, c'est qu'il risque de ne plus pouvoir disposer de quantités suffisantes conformes pour le marché Benelux, donc Belgique, Pays-Bas et Luxembourg. Eh bien, pour tout ça, aujourd'hui, c'est un sujet assez récent. Donc, les actions de la filière, c'est échanges soutenus avec les organismes certificateurs et les autorités compétentes. Et donc, on a que suite à ces échanges, 12 actions
sont attendus pour la filière, pour lesquels des actions qu'on y travaille. Et donc, mise en place des conditions de réduction des contaminations échappées, donc, et une analyse des risques sanitaires. Et pour cela, le COT, le comité exécutif technique, a mis en place un groupe de travail avec, bien sûr, la présence des représentants de la filière et aussi de Desialis par Didier Cumier et Nathalie Scorza, directrice de qualité. Mais est-ce que vous avez des questions ? Il va falloir qu'on change d'interlocuteur sur les questions, c'est pas possible ça. Moi j'aime bien les COV de la luzerne, les fleurs de luzerne l'été, les luzernes sans fleurs. J'aime bien aussi les COV du préfanage, ça sent bon le foin. Donc si j'ai bien compris, l'étude citait pas. Oui. Ce qui était mesuré, c'est que 95% des COV émis au moment de l'adhésie, ce sont des COV d'origine biotique. Tout à fait. Donc ça veut dire que par rapport aux seuils qui sont en cours, on a le droit à 20 fois les seuils, si je fais un petit calcul rapide. Aujourd'hui, c'est... Alors, donc, les seuils d'émission, je parle des seuils d'émission dus à la combustion, puisque tout à l'heure tu présentais qu'il y avait un niveau de 110, quelque chose... voilà, tu as 110 issus de la combustion exprimée, c'est sorti usine, donc ce qui sort de la cheminée, il y a 95% qui sont des biotiques, donc il n'y a que 5% qui sont issus de la combustion, donc ça revient à multiplier ce chiffre-là par 20. Ou je me trompe dans le raisonnement? Moi, j'ai suivi ton raisonnement. Je pense que c'est sensiblement le bon raisonnement, si je ne me trompe. Non, ça permet simplement d'avoir une très bonne explication de texte, je pense, avec le CITEPA, et ce qui permet à l'ensemble des cheminées de pouvoir se retrouver désormais beaucoup plus facilement dans les normes. Je ne dis pas de bêtises, je regarde Thierry. Pour l'instant, on ne l'a pas reconnu, hein, Yann. L'objectif qu'on a, c'est de faire reconnaître qu'il y a 95% de COV, mais aujourd'hui, dans nos mesures, on n'arrive pas encore à le faire reconnaître au niveau de l'administration, en faire la correction, si tu veux. Donc, c'est en cours, c'est ce qu'on doit faire dans les mois qui viennent, mais pour l'instant, ils ne l'ont pas reconnu. Donc deux choses là. La première, c'est que alors ces valeurs sont valables uniquement pour les installations de déshydratation des lucernes qui tournent à inférieur à 300 tonnes par jour. Et puis aussi pour les installations de séchage de bois. Bien, je te laisserai compléter après. Et puis, notre souhait aujourd'hui, c'est qu'avec cette étude, plus une étude qui est en cours, c'est l'étude des COV paramétriques, où on va identifier l'impact sanitaire des installations de déshydratation de lucerne, est à aller voir le ministère en disant si on peut élargir ces prescriptions au sein à toutes les l'activité déshydratation de lucerne, tout niveau d'activité qu'elle soit.